bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de corps cétonique, de facteurs obésogènes, enfin une nouvelle hypothèse sur l'obésité d'ailleurs, de VILPA et bon en fait ils appellent ça 3 concepts clés pour une meilleure santé. En fait il y a pas mal d'hypothèses là-dedans. Ça a été un petit peu compliqué parce qu'il y a pas mal de données qui sortent actuellement, dont une. Alors tout ça, ce sont des hypothèses, souvent des observations qui nécessitent d'autres études, etc. Une que j'ai pas voulu partager aujourd'hui parce que mais je vais vous en parler rapidement là en introduction. Mais j'en ai vu une qui parlait aussi de facteurs de certains gènes qui montrerait que même en étant obèse ou même en prenant du poids, ça a plutôt tendance à protéger du diabète de type 2. Donc un truc complètement contradictoire avec ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, tour de taille élevée égale prédisposition au diabète et tout ça. Alors il y a des chercheurs étudiants, je crois, dans une université, qui ont démontré que 5 gènes ou je sais plus trop quoi permettaient justement l'inverse de des facteurs de risque de diabète de type 2 liés à la graisse viscérale, au tour de taille. Et je crains, et je voulais pas participer à ça, mais je crains que ce genre de discours puisse créer du doute. Alors le doute, pourquoi pas, hein, mais qu'il soit utilisé d'une mauvaise façon, quoi. C'est-à-dire, finalement, tout le monde pourrait. Le diabète n'est pas lié au tour de taille, au surpoids, à la graisse viscérale, à l'inflammation et tout. On pourrait très rapidement tomber dans l'inverse de ce qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore réussi aujourd'hui à convaincre tout le monde que le surpoids était pas bon pour la santé. Si en plus on leur met des études contradictoires dans les pattes, c'est surtout des études qui sont pas encore suffisamment structurées, suffisamment vérifiées. C'est dommage. Et surtout que c'est une maigre partie de la population qui serait protégée, même en étant en surpoids, du diabète. Donc c'est pas tout le monde. C'est un petit peu comme ceux qui pensent pouvoir fumer et vivre jusqu'à 120 ans. Peut-être que Jeanne Calment l'a fait, mais tout le monde n'est pas Jeanne Calment, quoi. Alors, immunité renforcée. Ça, c'est le premier sujet que je vais détailler un petit peu. Alors, avant de démarrer, sachez que j'ai publié hier, ceux qui suivent, avant-hier, un cours sur ce qui se passe vraiment dans le corps quand on fait du sport. Je pensais que c'était intéressant de le partager pour diverses raisons, mais notamment pour les passionnés, quoi. Parce que quand on est vraiment vraiment passionné, on aime bien savoir ce qui se passe quand on fait du sport. Et moi, je pense que de savoir ce qui se passe quand on fait du sport dans le corps, ça permet aussi de s'en servir, de transformer le sport comme un outil. Et justement, j'ai ratissé large de manière à pouvoir vous expliquer en détail ce qui se passe vraiment dans le corps quand vous faites du sport. Donc, allez voir ce dont j'ai parlé ce dimanche à 10h. Et vous pouvez retrouver l'intégralité du cours en description de ce podcast-là. Je vous aurais mis un lien. Voilà. Alors, le premier sujet, le gros sujet du podcast, ça va être de parler de l'immunité renforcée. Alors, je vais lire l'article et puis après on en parle ensemble. Alors, dans une étude préliminaire, les scientifiques de l'Institut Van Andel ont découvert que les corps cétoniques, un sous-produit métabolique plus abondant pendant le jeûne, y compris pendant le jeûne, pendant le jeûne, oui le jeûne et pendant le régime cétogène aussi, hein, pourrait dynamiser les cellules immunitaires pour combattre infections et maladies. Les résultats publiés dans Immunity, donc un journal, hein, pourraient ouvrir la voie de futures recommandations alimentaires personnalisées pour renforcer les traitements contre le cancer et d'autres maladies.
Selon cette recherche, en situation de jeûne ou d'exercice intense, le foie produit davantage de corps cétonique pour compenser le manque de glucose, carburant principal des cellules. L'équipe a découvert que ces corps cétoniques non seulement alimentent le cerveau et d'autres organes, mais servent également de carburant pour les cellules immunitaires, les lymphocytes T, qui préfèrent même ces corps cétoniques au glucose. Donc déjà dans cette première partie, on apprend, on sait, on voit que ce qui participe à notre immunité préfère utiliser les corps cétoniques que le glucose à des fins métaboliques, on va dire. De plus, ils ont découvert que ces corps cétoniques améliorent la fonction des lymphocytes T en les reprogrammant pour neutraliser plus efficacement les menaces. Les chercheurs suggèrent que l'augmentation des corps cétoniques à travers le jeûne ou des régimes de jeûne intermittent pourrait améliorer la fonction des lymphocytes T dans certaines circonstances, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement ces interactions complexes. Moi, ce que je vois, en fait, là, je vous ai lu, moi, je suis pas médecin, je suis pas chercheur, je suis pas, enfin voilà. Ce que je vois, c'est que le chemin parcouru entre les années 2010, on va dire, ou le début des années 2010, où la diète cétogène, c'était vraiment perçu comme la diète catabolisante, nocive pour la santé, même les médecins et tout, ils disaient c'est pas bien, enfin le foie, le danger, machin. Aujourd'hui, on commence quand même alors que ça soit le jeûne, la diète cétogène et tout. Moi, je suis plus diète cétogène que jeûne. En tout cas, jeûne, je suis pas jeûne moderne, c'est-à-dire le jeûne où il suffit de sauter le petit-déj. Le jeûne où on mange pas entre 19h et 8h, 8h30 du matin, pourquoi pas, voire entre 18h et 8h du matin, pourquoi pas. Mais le jeûne où il suffit de sauter le petit déjeuner, je trouve, enfin, j'ai l'impression que beaucoup de gens le font déjà sans le savoir et que j'ai pas l'impression que ces gens-là sont en super santé, minces et tout, quoi. Y a qu'à voir autour de nous le nombre de personnes qui prennent que du café le matin et qui commencent à manger solide qu'à partir du repas du midi. Et alors j'imagine que les pro-jeûnes intermittents auront une explication à ça. Désolé, je bois une gorgée, c'est pas très agréable pour les oreilles, mais moi en tout cas j'en ai pas. Donc la diète cétogène et toutes ces pratiques commencent à avoir quand même des avantages en fait, hein, des recherches qui sont faites et des liens qui sont faits entre la santé, ce genre de régime-là. Alors on le sait, pour la diète cétogène, on le savait depuis des années, notamment pour l'épilepsie. Alors je sais pas s'il y avait pas l'autisme aussi, mais je crois que c'est surtout l'épilepsie. Des avantages, et d'ailleurs c'était en partie pour ces raisons-là qu'on a mis en place cette diète thérapeutique, hein, qui à la base on appelle ça une diète thérapeutique puisque le but c'était de traiter une pathologie, même si aujourd'hui l'obésité est une pathologie et que la diète cétogène très pauvre en calories, parce qu'il faut pas oublier qu'on peut être en diète cétogène en hypercalories ou normocalories, je sais pas si on peut le dire comme ça. On peut, c'est ce qui marche pour l'obésité, c'est quand il y a diète cétogène et l'hypocalorie en même temps, hein. Il n'y a pas de magie non plus, et donc voilà quoi. Bon, immunité renforcée, qu'est-ce que ça pourrait dire? Ça pourrait dire que c'est une piste pour des compléments alimentaires futurs, on imagine, même si ça existe déjà, hein, les corps cétoniques sous forme de compléments alimentaires. Est-ce que ça pourrait être une approche alimentaire spécifique en cas d'infection ou en cas d'immunité diminuée? Toutes ces choses-là, en fait, ça va, même si je sais qu'aujourd'hui, il y a des tonnes de bouquins qui en parlent déjà, faut pas oublier que quand nous, on baigne dans ce monde-là, on a l'impression que ça se sait depuis des années. Mais ce qui est intéressant, c'est quand ça devient connu aux yeux de tous, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que, par exemple, les compléments alimentaires, enfin tout ça va baisser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on est que, je sais pas moi, 0,0002% de la population à s'y intéresser, eh ben, il y a peu de demandes, donc forcément, on va se retrouver, il y aura peu de vendeurs de compléments et tout ça qui vont s'intéresser à ça parce que le marché est trop maigre, donc on va toucher les trucs très chers. À partir du moment où il va y avoir beaucoup d'acteurs sur le marché, ça va bien se démocratiser, il y aura de l'innovation, etc. dans ce sens-là, donc ça serait intéressant.
Là, pour le moment, on est encore au début. Parler des corps cétoniques autour de vous, même dans le monde du sport, même dans la médecine du sport et tout ça, je pense qu'ils en sont encore à la boisson glucidique pendant l'effort, ils en sont pas encore à ça, quoi. Alors que bon, vous, moi, on sait déjà que les corps cétoniques, depuis longtemps, il y a quelque chose à faire, quoi. Bref, l'hypothèse nouvelle pour l'obésité. Alors, là, ce sont... Je sais plus d'où ils sont, bon, on va en parler. Alors, l'obésité a presque triplé depuis 1975 à l'échelle mondiale, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Donc, Barbara E. Corkey, professeure émérite de médecine et de biochimie à l'Université de Boston, propose une nouvelle hypothèse pour expliquer cette tendance. Selon Corkey, les obésogènes, donc des composés chimiques qui perturbent le développement normal et l'équilibre du métabolisme des lipides, génèrent de fausses informations dans notre corps, comme une sécrétion inappropriée d'insuline ou une faim excessive, conduisant à l'obésité. Ces substances entrées dans l'environnement au cours des 50 dernières années peuvent déclencher des changements dans l'état redox qui stimulent faussement la faim ou le stockage des carburants. Donc c'est pour ça, quand je vous parlais du paradoxe de la faim, c'est sur le titre, la vignette du podcast, c'est ça, qui stimule faussement la faim ou le stockage des carburants, même lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. La montée de l'obésité coïncide avec une consommation accrue d'aliments ultra transformés et l'exposition à des milliers de toxines environnementales potentielles, dit Corkey. Si son modèle est validé, l'identification et l'élimination des obésogènes pourrait révolutionner la lutte contre l'obésité et les maladies qui y sont liées. Alors c'est très gentil, professeur émérite de mémoire, c'est une forme de retraite où la personne a encore le droit d'intervenir, non ? Donc c'est bien pour l'avenir, elle nous laisse un sacré chantier parce que si vous voulez, alors ce qu'ils appellent les obésogènes, les trucs toxiques là, c'est les bisphénols A, les phtalates, les pesticides organochlorés, les retardateurs, enfin bon, les perturbateurs endocriniens, etc. Donc toutes ces choses-là, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut revoir les peintures, les meubles dans la maison, les choses dans lesquelles on fait la cuisine. C'est toute l'industrie agroalimentaire qui doit revoir ses process, parce que ne serait-ce que du lait, le lait par exemple, les gens disent ouais, dans le lait, perturbateur endocrinien, machin, même je le prends bio, c'est mieux. Non, parce qu'en fait, à partir du moment où le lait va passer par vous savez, quand il est tiré là chez les vaches, alors si c'est tiré à la main et qu'il tombe dans un seau en inox, ça va, mais à partir du moment où il passe où il y a des espèces de tubes en plastique là entre le pis et le seau, et puis même le lait qui après il tombe dans un seau en plastoc, le seau qui est bien récuré, bien lavé, bien abîmé, le lait qui sort est tiède en plus. Bon, je donne des exemples comme ça, mais c'est tout, il faut tout revoir. Donc est-ce qu'on va pouvoir... Moi je pense que oui, déjà c'est à titre individuel, parce qu'il faut pas attendre des gros mouvements au niveau de l'industrie. Il faut pas compter là-dessus. Moi, je vous en ai déjà parlé des tas de fois. Je vous ai donné plein d'astuces, mais déjà rendez avec le moins possible de perturbateurs endocriniens votre cuisine. Donc, c'est-à-dire dans ce que vous utilisez dans votre cuisine. Faudrait, par exemple, si vous utilisez un cuiseur vapeur, il faut pas que le panier soit en plastique. Essayez d'avoir un panier en inox. Si vous utilisez des plats pour le four, essayez d'utiliser des plats soit en inox, soit en verre. Enfin, plein de détails comme ça, comme les poêles, les assiettes, les verres, toutes ces choses-là, les tasses. Dès que vous avez quelque chose de chaud, les tupperwares, enfin bon bref, je peux pas vous faire tout le cours que je vous avais fait. Allez le voir sur le site, il est intéressant et ça parle de ça. Mais c'est vrai qu'on peut essayer de limiter son exposition avec ça. Mais après, les aliments transformés, ça par contre c'est plus facile. C'est-à-dire que il y a de l'éducation à faire là-dessus et je suis assez d'accord que les aliments transformés participent à ça. Et c'est vrai que là où c'est intéressant, parce que tout ça on le sait, hein, de limiter l'obésité avec toutes ces saloperies, ok. Mais là où c'est intéressant, c'est le paradoxe de la faim, c'est-à-dire que ces agents obésogènes, là, comme ils disent, c'est parce qu'en fait, ils vont stimuler l'appétit, une faim excessive à cause de sécrétions inappropriées d'insuline qui pourraient conduire à l'obésité. Et c'est vrai que ça pourrait expliquer une des raisons pour lesquelles on mangerait trop aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un appétit démesuré par rapport à nos besoins. Pourquoi ? Parce que logiquement, tout le monde dit, et vous avez déjà entendu cette phrase-là, le corps est bien fait, il sait se débrouiller, la nourriture instinctive et tout. Ouais, mais
Moi, je suis pas d'accord avec ça parce qu'instinctivement, si j'écoute mes instincts qui sont reliés à mes envies, puisque c'est, on va dire que c'est presque de l'inconscient qui migre au conscient pour me guider vers les bons choix. Si tu me donnes si tu me mets devant moi tous les choix possibles et imaginables, si j'écoute mes instincts, si j'écoute mes envies, je vais toujours me tourner vers le truc qui sent bon, qui a bon goût, où j'ai une bonne expérience par le passé. Donc globalement, si j'ai fréquenté des fast-food, des bonbons, des choses comme ça, eh ben mes instincts vont me diriger vers ça plus que vers un fruit. Pourquoi ? Parce que l'expérience que j'ai eue en mangeant un fruit et l'expérience que j'ai eue en mangeant une part de gâteau au chocolat ne sera pas comparable. Alors, je sais qu'il y en a qui essayent de se convaincre, qui préfèrent les fruits, qui préfèrent un blanc de poulet brocoli à un fast-food ou une pizza. Ils essaient de se convaincre de ça en se faisant de la méthode Coué ou je sais pas quoi. Mais la réalité, c'est que toute cette bouffe-là est étudiée pour justement que vous préfériez aller vers celle-là plutôt que vers la nourriture saine. Pourquoi ? Parce que la nourriture saine, en fait, il y a peu de marge dessus, et on marge quand on ajoute plein d'additifs. Et donc l'instinct, de revenir à ses instincts, moi j'y crois pas trop. À partir du moment où on a connu une alimentation transformée et stimulante, les instincts ils seront toujours faussés. Et alors soit on part vivre dans une tribu où justement pendant des années et des années on sera pas exposé à l'alimentation industrielle, soit on dépasse ça, on se crée des valeurs personnelles en se disant ok, cette nourriture c'est de la poubelle, donc je vais un peu bouffer de la poubelle chaque semaine parce que malheureusement j'aime ça quand même, c'est sympa, c'est un bon goût et tout, mais ça reste une poubelle. Quand je mange ça, c'est mes cellules qui se transforment en cette saloperie et j'ai pas envie d'être composé comme ça, donc je vais essayer au maximum du temps possible de manger sainement. Et c'est beaucoup plus une dimension individuelle, je pense, qu'une dimension globale d'essayer de faire changer l'industrie, parce que l'industrie, en fait, de lui demander de changer, elle a pas les outils, en fait, ça voudrait dire qu'elle va vous vendre à prix d'or des aliments non transformés. Donc c'est pas possible, parce qu'en fait, le producteur, lui, vous le vendra moins cher. Donc il y aura une perte de concurrence. Je sais pas si vous voyez le truc. Parce que l'industrie agroalimentaire achète aussi des matières premières à des agriculteurs, etc. Ou des déchets, ou la peau de pomme par exemple pour faire des choses. Mais s'ils se mettent à vendre que de l'alimentation brute, que ça, c'est-à-dire qu'ils ont plus. Alors évidemment, ils en vendent déjà des pommes, des brocolis et tout, mais s'ils se mettent à vendre que ça, le chiffre d'affaires va diminuer. Ou alors on va se retrouver à payer des produits bruts très très chers. Même si aujourd'hui c'est cher, ça sera encore pire. Pourquoi c'est bon marché aujourd'hui les produits transformés ? Parce qu'il y a très peu de produits bruts dedans. Tout le reste, ce sont des additifs, du sucre, des graisses, des trucs subventionnés, etc. Du blé ici, du maïs ailleurs, voilà. Bref, donc son hypothèse, elle est certainement juste. Madame Barbara Corquet, professeure émérite de médecine et de biochimie à l'université de Boston. L'identification et l'élimination de ça pourrait révolutionner la lutte contre l'obésité, mais moi j'y crois pas en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait des années et des années, parce qu'il faut pas oublier que toutes ces choses-là, ça a aussi permis, alors certes ça a rendu malade et obèse plein de gens, mais également ça a permis de nourrir d'autres personnes. Quand je dis nourrir d'autres personnes, c'est-à-dire d'éviter que certaines personnes meurent de faim. Et en fait, il faut toujours voir un problème aigu à la fois, c'est-à-dire que l'obésité est un problème moins aigu que de pas manger. C'est-à-dire que quelqu'un qui meurt de faim, on lui donne à manger, c'est plus important que de l'éviter de tomber malade et de devenir obèse. Le problème majeur, c'est un petit peu comme dans la hiérarchie des pathologies pour une assurance santé, par exemple. Il me semble que les problèmes cardiovasculaires, c'est number one. Donc la première chose, c'est qui clignote en rouge et tout, c'est avez-vous des problèmes cardiovasculaires parce que c'est la pathologie, quand ça arrive, on y passe plus facilement, plus souvent, c'est foudroyant, etc. Là, c'est un petit peu la même chose. Quand une personne n'est pas nourrie, elle va mourir tôt ou tard. Alors, je sais que les fans du jeûne diront qu'on peut rester longtemps, mais quand c'est pas souhaité, quand c'est involontaire, avec le stress ajouté par-dessus ça, et quand on ne sait pas si on va pouvoir manger à la fin de cette période de entre guillemets jeûne,
imposé, c'est pas terrible, quoi. Donc la bouffe pas chère, bas prix permet de nourrir, mais l'effet secondaire, c'est qu'elle est tellement de mauvaise qualité, c'est qu'elle rend obèse et qu'elle ouvre l'appétit. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on fait moins d'activité physique qu'avant, et pourtant on bouffe plus. Donc c'est là peut-être que son hypothèse, ça prend du sens en fait, l'hypothèse de Barbara là, parce que justement c'est logiquement, instinctivement, pour ceux qui parlent toujours de vivre avec selon ses instincts et tout, eh ben ça marche pas là les instincts, puisqu'instinctivement on bouge moins, on devrait moins avoir envie de manger ces trucs là, et même tout court de moins manger. Et pourtant c'est pas le cas puisqu'on grossit. Et les gens ne mangent pas moins, ils mangent pas moins, ils mangent plus. Globalement, regardez les placards. Aujourd'hui, ils sont pas plus vides que ceux de nos parents ou de nos grands-parents. Au contraire, ils ont l'air d'être plus pleins. Encore que c'est différent. Peut-être qu'avant, il y avait plus de pots, de boîtes de conserve dans la cave, et le congélateur, vous savez, les congélateurs où on peut mettre un cadavre, là. Il y avait ça qui était rempli de la viande de la chasse, etc. Aujourd'hui, les logements sont beaucoup plus modestes. On n'a plus trop la place de mettre un congélateur comme ça, sauf si on a une villa avec un sous-sol dans un endroit où le mètre carré est pas trop cher. Alors, votre vie doit ressembler à du HIIT, donc le HIIT, cardio intensité un peu fractionnée là. Donc c'est une recherche prometteuse qui suggère qu'une activité vigoureuse totale de seulement 4,5 minutes, alors, je vous laisse réfléchir à ça, imaginez 4,5 minutes, hein, lors de tâches quotidiennes pourrait réduire le risque de certains cancers jusqu'à 32%. Alors, je vous explique rapidement. 4,5 minutes, ou 4-5 minutes, je ne sais pas ce que vous voulez dire, bon, on va partir sur 5 minutes par jour, hein. Mais c'est une durée totale de haute intensité, sur la journée. Mais je vais vous expliquer. Donc, menée par l'université de Sydney, l'étude a suivi l'activité quotidienne de plus de 22 000 non-sportifs grâce à des appareils portables pendant près de 7 ans pour surveiller le cancer. Une activité physique de style vigoureuse et intermittente, ou VILPA, ils appellent ça, était associée à un risque de cancer nettement plus faible. Les chercheurs de l'université de Sydney ont inventé le terme VILPA, donc VILPA, pour décrire les courtes rafales d'activités que nous faisons chaque jour avec vigueur, comme des tâches ménagères vigoureuses ou des jeux d'énergie élevés avec les enfants, donc quand on joue un peu fortement. Donc le VILPA est un peu comme appliquer le principe de l'entraînement par intervalle à haute intensité, donc le HIIT, à une vie quotidienne, a déclaré le professeur Emmanuel Stamatakis. Il a ajouté qu'il est remarquable de constater qu'intensifier les tâches quotidiennes pendant aussi peu que 4 à 5 minutes par jour est lié à une réduction globale du risque de cancer jusqu'à 18% et jusqu'à 32% pour les types de cancers liés à l'activité physique. Donc l'étude observationnelle, l'étude est observationnelle, ce qui signifie qu'elle n'est pas conçue pour explorer directement la cause et l'effet. Cependant, les chercheurs disent avoir un lien fort et se réfèrent à des essais précédents montrant que l'activité physique vigoureuse intermittente entraîne des améliorations rapides de la condition cardio-respiratoire, ce qui pourrait expliquer la réduction du risque de cancer. Ils ont conclu qu'une investigation supplémentaire de ce lien par des essais robustes est nécessaire, mais il semble que la VILPA pourrait être une recommandation prometteuse et sans frais pour réduire le risque de cancer chez les personnes qui trouvent l'exercice structuré difficile ou peu attrayant. Bon, dans les faits, ça représente quoi? Parce que là, il y en a qui sont en train de se dire, mais 5 minutes de HIIT par jour? Mais non, mais en fait, c'est dans votre vie quotidienne, il faut que le total de haute intensité représente 5 minutes. Sauf que quand vous faites un effort intense, vous vous dites, mais 5 minutes, en fait, on a une mentalité de sportif qui dirait, mais je fais du HIIT pendant 5 minutes, mais sauf que on fait jamais du HIIT pendant 5 minutes, parce que le HIIT, c'est 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, par exemple. Ça n'existe pas. 5 minutes à très haute intensité, on tient pas, en fait. Sinon, on n'est pas à très haute intensité, on s'est menti. Mais le très haute intensité, on peut pas l'être plus de quelques secondes. Et même déjà 30 secondes, c'est très long quand on fait du très haute intensité. Donc, ce qu'ils veulent dire là, c'est qu'en fait, les périodes de très haute intensité, donc les périodes où on est à fond, sur toute la journée, ça doit représenter un total de 5 minutes. Donc, ce qu'ils commencent à faire, finalement. Ils ont donné un chiffre au début, on se dit, oh, c'est pas beaucoup, mais non, ça fait beaucoup. Ça fait 10 phases de 30 secondes à fond, durant la journée. Donc, par exemple, alors,
Allez-y tranquille, hein, ça veut pas dire quand vous ouvrez la porte du frigo, allez-y à fond à haute intensité, sinon le pot de cornichons va se retrouver sur le tapis du salon, quoi. Non, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer dans la journée de pas se ménager. Par exemple, si vous montez des escaliers pour monter les courses de la bagnole à votre frigo, si vous avez des escaliers, ça peut être intéressant de les monter à un rythme un peu soutenu. 2 par 2, d'essayer de monter un petit peu. Si, je sais pas, peu importe les tâches que vous avez à faire, n'essayez pas de vous économiser. Quand vous faites le ménage, ça peut être intéressant quand vous faites les vitres, par exemple, d'un peu vous exciter. Alors peut-être que votre femme va vous regarder et va vous prendre pour un fou, mais ou votre mari, hein, si c'est vous qui, voilà. C'est de monter un peu dans les tours quand vous faites les vitres ou quand vous lavez la table. Ce sont tous ces petits trucs-là. Alors évidemment, si vous faites de la muscu ou du crossfit ou un truc de haute intensité, vous êtes déjà bien armé. Mais c'est pas imbécile de mettre de l'intensité dans les tâches du quotidien. Voilà. Et de monter les escaliers 2 par 2 comme un gosse le ferait, c'est pas idiot. Surtout si vous avez un travail de bureau, n'hésitez pas à prendre les escaliers au quotidien et le dernier arrivé paye le café, quoi. En gros, ça peut être intéressant pour mettre des petits défis au bureau, quoi. Bon, après, je sais que personne le fera, sauf ceux qui sont à l'abri des regards, puisque la honte dirige un peu nos vies. Mais sachez que c'est intéressant. Alors, on pourrait peut-être, pour intensifier le quotidien, vous savez, je vous avais parlé du caddie lesté la dernière fois, pas du caddie, de la poussette lestée. J'avais vu là dans d'autres études récemment des caddies qui prennent qui peuvent étudier en fait si vous êtes à risque de faire des problèmes de santé cardiovasculaire, d'AVC et tout, avec des capteurs qu'il y a dedans, ce qui peut être pas mal, hein, parce que les caddies ils sont fréquemment touchés au quotidien, donc c'est top. Mais essayez, moi je pense que les futures innovations seront des innovations de d'inconfort en fait. Et en fait des innovations qui dans notre quotidien nous permettront d'être plus actifs sans avoir besoin de trop le faire. C'est-à-dire que sans rajouter des tâches, donc par exemple dans votre quotidien, vous poussez un caddie, vous poussez une poussette, vous montez des escaliers parce que voilà, vous allez à la machine à café au bureau, vous asseyez sur votre chaise. Et en fait, de rendre plus difficile les tâches quotidiennes permettrait de rendre plus inconfortable en fait les tâches quotidiennes, permettrait d'augmenter l'activité physique et donc potentiellement les risques de maladie. Ça, moi, c'est mon hypothèse. Je pense que si on veut vraiment toucher globalement les gens, faut arrêter de travailler tout le temps sur le confort plus. Et il faut regarder en fait tout ce qu'on a lubrifié dans son quotidien. Et quand je dis lubrifier, c'est une façon de dire de rendre plus agréable, plus facile, plus coulissant en fait. Qu'est-ce qu'on a lubrifié dans son quotidien ? Globalement, tout. Tout est plus facile. Tout. Et il faut essayer de dire, ok, qu'est-ce que je pourrais rendre un peu plus difficile sans avoir besoin de me forcer à le faire au quotidien ? Par exemple, c'est un détail tout bête, mais vous allez voir, je suis obsédé par les roulettes et tout, mais d'avoir des roulettes sur une chaise de bureau, alors sauf si elles sont hyper mobiles, pardon, et donc du coup que la chaise arrête pas de bouger à droite à gauche et que vous devez gainer. Mais si c'est pas le cas, en fait vous faites de moins en moins de pas parce que vous poussez légèrement avec vos jambes et vous traversez le bureau sur les roulettes. Alors que si vous les avez pas, vous êtes obligé de vous lever, de forcer un peu pour bouger la chaise, et c'est des micro efforts supplémentaires. Et ça, moi je pense que ce sont des choses. Là, je vois par exemple devant moi, j'ai ma tasse à café, d'utiliser des matériaux plus lourds pour ce genre de choses, de pas chercher à rendre tous les trucs plus légers, de plus en plus légers, surtout que souvent les matériaux les plus légers sont aussi les plus chers. De pas avoir peur des objets lourds en fait, puisque on a besoin de faire travailler nos muscles et d'avoir par exemple une souris pour travailler dans la journée qui soit un peu plus lourde que la moyenne, pourquoi pas, c'est pas très grave et c'est peut-être même bien. Pareil pour les téléphones, pareil pour tout un tas de choses. Et moi je pense que c'est plus sur ces petits trucs là qu'on arrivera. Et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y en a qui travaillent avec des gilets lestés. Alors ils travaillent, c'est pas des gilets de 10 kilos, hein, mais de se mettre ne serait-ce qu'un petit gilet de travail un peu plus lourd
que la moyenne, c'est-à-dire 1 ou 2 kilos, toute la journée, vous vous trimballez 1 ou 2 kilos de plus, bien répartis, donc qui vous fera pas mal au dos. Ou il y en a qui vont mettre des trucs aux chevilles, aux poignets, ce qui est pas pareil, je trouve, mais bon. Et de manière à rendre inconfortable leur quotidien, quoi. Et moi, je pense que c'est vraiment sur les trucs du quotidien, obligatoire, ceux qui ont décidé, par exemple, d'aller au travail à vélo, ou à pied, ou en courant, ce sont des choses qui clairement changent la vie sans ajouter quelque chose en fait, puisqu'il fallait quand même y aller au boulot, il y avait quand même un temps de trajet, donc et surtout s'ils habitent en ville, parfois ils y vont aussi rapidement, mais ce sont des choses qui viennent pas s'ajouter. Dès que vous ajoutez, les gens ils tiennent pas en fait, puisque quand vous ajoutez quelque chose dans leur quotidien, ça viendra en compétition avec du Netflix, du jeu vidéo, du tout sauf, enfin voilà, il y a des trucs dont ils ont pas envie de se passer, quoi, tout simplement. Bon, ce qui se passe vraiment dans votre corps quand vous faites du sport, je pense que ça vous intéresse d'aller voir ça parce que c'est à la fois sur la dimension psychologique et physiologique. C'est-à-dire que il y a les durées, il y a les quantités, il y a toutes ces choses-là par rapport au sport pour avoir les effets vraiment sympas. Et on en parle vraiment en détail. Et bon, voilà, je vous en dis pas plus, je vous saoule pas avec ça puisque c'est du teaser. Et donc allez voir, les liens sont dans les notes de ce podcast. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.